Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue à la troisième saison du balado de la Fondation Vimy Par-delà la Crête, qui est donc une série qui met en avant les contributions du Canada à la Première Guerre mondiale et les experts et expertes qui continuent de dévoiler notre passé. Je m'appelle Brinda Konesha-Chandra et je suis historienne de formation. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jessie Alexander. Jessie, bonjour. Bonjour, merci. Alors, Jesse est un historien public, un éducateur, un animateur de documentaires, chercheur et écrivain. Il a obtenu son diplôme de maîtrise en histoire moderne à l'Université de Vienne en Autriche avec une spécialisation dans les caricatures politiques de la Première Guerre mondiale. Ensuite, Jesse a passé des années à travailler dans des archives, à voyager à travers l'Europe et il a visité de nombreux sites de guerre. Et aujourd'hui, Jesse anime deux chaînes YouTube d'histoire. Donc, vous pourriez notamment le reconnaître en tant qu'animateur des chaînes The Great War et Real Time History. Donc, à travers ses documentaires et ses vidéos, Jesse a réussi à rendre l'histoire de la guerre accessible à un public plus large qui n'est pas forcément expert du sujet. Euh, Jesse, j'ai une première question pour toi. Allons-y. Alors, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à l'histoire de la Première Guerre mondiale et est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Oui et non, je pense qu'au tout début, quand j'étais petit, je voulais être comme mon père. Je voulais être agriculteur, dans le fond, au début. Mhm. Mais je pense que mon intérêt, il y a plus ou moins deux sources. Il y en a une qui est plus personnelle. Mon grand-père était vétéran de Ok. la Deuxième Guerre mondiale. Il m'a raconté ses histoires et les histoires de son père à lui, qui a combattu en 1918 en tant que conscrit au sein du corps expéditionnaire canadien en France. Et puis ça m'a donné un peu un lien à l'histoire, un lien personnel, un lien émotionnel aussi. Et ça, c'était, je pense, vraiment le début. Mais ce qui m'a vraiment amené vers la Première Guerre mondiale, je pense que c'était un film documentaire. Hein. C'est pas pour rien que je travaille maintenant dans le même domaine, je pense. Je me rappelle, je pense que c'était en 96, 97. Là, je trahis mon âge un peu, là, mais j'étais à l'école secondaire et il y a une chaîne américaine, PBS, qui avait diffusé une mini-série sur la Première Guerre mondiale. Puis le titre, si je ne me trompe pas, c'était The Great War and the Shaping of the 20th Century. Ok. Et c'était tellement une expérience non seulement pédagogique, parce que j'ai beaucoup appris sur la guerre, mais émotionnelle. Parce Mhm. qu'il citait des sources primaires avec des voix, des acteurs, des actrices. Et ça m'a ramené dans l'histoire en arrière dans le temps, un peu dans ma tête, dans mes fantasmes à moi, personnels, historiques. Et ça a vraiment eu un effet. Et je pense que ça, c'était un peu le début de mon intérêt en particulier pour la guerre de 14-18. Oui. Ok. Puis comment est-ce que tu en as arrivé à te dire que tu vas présenter l'histoire au grand public? Ben, ça, c'était un processus parce qu'au début, bien sûr, j'ai pas commencé comme ça. Je me suis pas dit, Mhm. ah oui, j'ai un objectif, un jour je vais être sur YouTube. Non, pas du tout. J'ai commencé, je pense, parce que je m'intéressais pour la profession de Ok. guide-interprète. J'ai travaillé au Ok. Parlement à Ottawa quand j'étais étudiant à Ottawa. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait un tel programme à Vimy, hein, au Mhm. Mémorial canadien. Alors, j'ai posé ma candidature, j'ai eu la chance d'être accepté et j'ai travaillé comme guide et c'était super le fun, pas juste pour moi d'apprendre encore plus de détails, d'avoir encore une expérience vraie, physique et émotionnelle, d'être sur les champs de bataille pour la première fois de ma vie. Tu sais, je lisais, j'étais un méga nerd hein, au secondaire, il ne faut pas se le cacher. Je lisais plein de bouquins sur la Première Guerre mondiale et là, je me retrouve dans les vraies tranchées en train d'expliquer aux gens ce qui s'est passé et de partager ma passion avec eux. Et je pense que ça, c'était une étape assez importante aussi. Euh,
Et au fil des années, quand j'étais à Ottawa, j'ai travaillé pour des musées, j'ai fait des projets de recherche aux archives, pour des exhibitions. Et j'ai travaillé aussi avec le public dans ce qu'on appelle le programming, la programmation pour les événements et tout ça. Euh, mais j'ai décidé après de quitter, de m'en aller en Europe, là où j'habite encore, 14 ans plus tard, OK. et j'ai abandonné l'histoire un peu. J'ai retourné pour faire ma maîtrise à l'Université de Vienne et j'ai décidé à un moment donné de démissionner de mon emploi. J'avais un job normal dans un bureau, tu sais, puis Mhm. à un moment donné, je me disais, j'ai comme presque 40 ans, puis je veux retourner à l'histoire. Je veux réessayer de faire quelque chose avec l'histoire. Et la compagnie qui produisait, qui réalisait la chaîne The Great War, cherchait un nouveau modérateur slash historien pour écrire les textes, pour présenter les textes devant la caméra. Et bon, j'ai dit, OK, j'ai jamais travaillé devant une caméra. Je suis pas super beau, mais je pense que je suis capable. Fait Mhm. que j'ai écrit un email, puis voilà, ils m'ont pris. Et comme on dit en anglais, the rest is history, hein. Mhm. Waouh, c'est cool Littéralement. le parcours, puis aussi la reconnexion en fait avec ta passion en fait au final. Voilà. Euh, Bon, on sait que le travail d'historien, ça implique différents processus. On est beaucoup dans les archives, puis c'est autre chose de venir en parler au public. C'est autre chose de venir vulgariser aussi ce qu'on trouve dans les archives. Puis maintenant, tu apparais à l'écran, dans des documentaires, des vidéos, confronté lorsque tu es amené à faire le pont entre archives et et présenter en fait Mhm, mhm. les éléments au public, puis présenter l'histoire en fait au public. Bon, comme toute profession, quand on regarde derrière les coulisses, ça devient compliqué. Mhm. Et ça, c'est vrai pour la vulgarisation d'histoire comme pour des gens qui réparent des autos. Euh, les défis, il n'en manque pas. Je dirais que on essaie de faire le pont plutôt avec la recherche, disons, scientifique ou académique et le grand public, pas forcément avec les documents dans les archives. Parce que nous, on n'essaie pas de faire de la recherche unique, individuelle, primaire tout le temps. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de traduire plus ou moins l'état de l'historiographie Mhm. dans un format intéressant, mouvementé, parce qu'il faut que ça soit dynamique. Hein, Mhm. ça, c'est aussi un défi pour le médium dans lequel on travaille. On ne peut pas faire une espèce de... Oh, avant qu'on commence là, avec la bataille, on va vous parler de toute l'historiographie, de toutes les écoles, de toutes les Ouais. chicanes entre historiens qui ne sont pas d'accord sur ci, sur ça. C'est Mhm. plate Mhm. sur YouTube. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, que ce n'est pas essentiel pour comprendre l'événement historique ou le phénomène historique dont on parle. Mais dans notre travail, il faut être efficace, si on veut, hein. On Mhm. doit bien sûr refléter l'historiographie, on doit refléter les débats, mais c'est pas comme aller dans un cours à l'université où il y a quelqu'un qui vous parle de théories abstraites pendant 1 heure et demie. Ça, c'est super important et ça informe, bien sûr, c'est la base sur laquelle moi je travaille intellectuellement pour essayer de vulgariser, bien sûr. Mais on ne fait pas ça sur YouTube. Sur Mhm. YouTube, on doit avoir une recette qui mélange un peu la base académique et le format vulgarisateur. C'est Mhm. ça qu'on essaie de faire. Et souvent, ça bute un peu contre les attentes de certains internautes, pour utiliser un mot qu'on n'entend pas trop souvent à cette heure, mais certains viewers, si on veut, des gens qui visionnent. Souvent, les gens qui s'intéressent à l'histoire de la guerre, il faut le dire, ils ont des idées préconçues, souvent basées sur une interprétation nationale. Parce que c'est Mhm. les États qui ont fait la guerre, hein, c'est eux qui ont le monopole sur la violence. Fait que c'est un État qui fait la guerre, un État
fait en sorte que son interprétation Ouais. devient l'interprétation dominante, plus ou moins, au fil des années. C'est pas comme s'il n'y a pas de débat dans les démocraties, mais il y a une certaine interprétation, et le Canada inclus, bien sûr. Et Mhm. nous, on ne fait pas ça. Fait qu'un Mhm. défi aussi, c'est d'injecter quelque chose de nouveau, d'injecter un peu de questionnement sans repousser les gens, hein, Mhm. sans qu'ils disent, parce que l'histoire, ça c'est un autre défi, l'histoire est tellement politisée, surtout de nos jours maintenant, Ouais. quand tout le monde peut donner son avis sur Internet et les faits et les complots, il y a des espèces de zones grises entre les deux à cette heure de plus en plus. Mhm. Euh, c'est vraiment des fois, c'est pas facile de concevoir, OK, comment est-ce qu'on veut communiquer cette idée sans que les gens switch et disent, ah, lui, c'est mon ennemi politique, si on veut, ou lui, il représente mon ennemi politique, ou il représente la propagande, parce que tout le monde soupçonne qu'il y a de la propagande partout maintenant dans Mhm. l'arène publique, y compris l'histoire. Mhm. Alors, les défis, il n'en manque pas. Il y a aussi des défis, si on veut, pratiques. OK, il y a un sujet intéressant. Bon, ben, il n'y a pas eu de photographie, il n'y a pas eu de Mhm. vidéo, il n'y a pas de film. Comment on fait pour illustrer? On Ouais. travaille avec un médium profondément visuel. On ne peut pas. Un exemple auquel je pensais l'autre jour, c'était il y a eu une révolte anarchiste au Chili en 1919-1920. Super intéressant. Moi, je ne connaissais rien de ça. Je me suis dit, ah, ça serait cool de faire 10 minutes là-dessus. Did you know? On n'a pas accès à des Ouais. éléments visuels. Tu Mhm. vois? Fait que ça complique la vie pas mal. Ou Mhm. il y a quelque chose, un événement qui n'est pas central à ce qu'on veut vraiment discuter comme thème, mais il y a un clip absolument hallucinant. Super cool. Un tank Panther qui combat contre un tank Pershing à Cologne en 1945, live en direct. Ça a été filmé par les Américains. Oh, wow, Ben, ok. OK, on va trouver une façon de modifier un peu le texte pour que ça passe un peu là-dedans. Mhm. Tu sais. Ça Mhm. fait que, ouais, les défis, je pourrais en parler longtemps, mais Ouais. ça, c'était quelques étapes. Mais oui, je te rejoins totalement, même à l'université, même quand on enseigne l'histoire, c'est toujours une question de rendre la discipline attrayante, en fait, au final, de sortir un peu des stéréotypes et du carcan juste théorique, là aussi, d'aller susciter, en fait, auprès de notre public, l'attrait pour la matière. Euh, Bon, là, on a parlé plus de vulgarisation, de connexion avec les internautes, entre guillemets. Comment tu essayes, en fait, de rester dans le domaine académique tout en essayant d'engager au mieux le public dans tout ça? Oui, des fois, c'est pas facile de reconnaître où est la limite, la bonne limite pour rester accessible, pour rester intéressant, pour être capable de compétitionner dans cette espèce d'économie de attention economy, comme on dit en anglais, tu sais, une économie d'attention. Je ne sais pas exactement comment Mhm, traduire ça en français, mais il y a tellement de clickbait, il y a mhm, tellement de... Parce que la petite image qui va avec la vidéo sur YouTube, il faut que ça attire. Il mhm, faut que ça pop. Tu sais. Et mhm, le titre aussi, il faut que ça attire l'attention. Il faut que la personne clique là-dessus. Et là, il y a un danger. ouais. Là, il y a vraiment un danger qu'on aille trop loin avec le clickbait et que ça nuise un peu à notre crédibilité du Mhm, côté scientifique ou académique. mhm, Fait on en discute longuement des fois sur quel sera le meilleur titre ou quelle sera la meilleure image sur le thumbnail. Est-ce qu'on pousse ça trop loin si on prend cet angle-là ou non? Euh, mais en général, sur le sujet de rester, si on veut, fidèle à la base académique, c'est pas si difficile que ça. J'essaie toujours de trouver, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie pas de réinventer la roue. J'ai pas besoin de moi-même être méga expert
dans tous les sujets. C'est pour ça qu'il y a d'autres experts dans les sujets qui ont écrit des livres ou des articles. Mhm. Fait que moi, j'essaie de faire le tri, de prendre 3, 4, 5, 6, 8 sources, de bonnes sources secondaires, et de tailler de cette pierre, si on veut, vierge, de tailler un script qui passe pour YouTube. Deux tactiques qu'on utilise, si on veut, c'est ce qu'on appelle au sein de l'équipe la méthode sandwich. Mhm. C'est-à-dire que quand on veut insérer un débat un peu plus abstrait ou académique ou qui va un peu à l'encontre d'une espèce de narration populaire, on doit bien équilibrer le script. Fait qu'on va commencer avec un peu de action, de Mhm. tension, pourquoi il y a eu une bataille ou une guerre, quels étaient les intérêts, quels étaient les plans. Là, on va commencer un peu avec une bataille, la première campagne, comment ça s'est passé, comment ça change les choses, comment ça change la tension, la relation entre les deux protagonistes. Euh, et ensuite, on va insérer un paragraphe ou deux, une minute ou deux. Ah, mais il y a eu ce débat décidé d'entrer en guerre ou qu'est-ce que ça voulait dire pour la population entrer en guerre? Est-ce que c'était de la coercion? Est-ce que c'était le consentement, pour utiliser un exemple de la Première Guerre mondiale? Mhm. Euh, et on appelle ça la méthode sandwich parce qu'on essaye d'insérer ces idées sans rendre ça comme une espèce de lecture académique. Mhm. Et l'autre, c'est qu'on cite sélectivement deux sources primaires, souvent des sources publiées, des lettres, des journaux personnels, des mémoires aussi, même si c'est une source un peu pas toujours fiable. Hein, les mémoires, Mhm. on Mhm. veut se faire paraître bon, Ouais. qu'on soit général nazi ou soldat français, peu importe. Euh, on les contextualise si on Ouais. utilise une source qui a des questions autour, mais en général, c'est ça parmi les tactiques qu'on utilise. Ouais. Ok. Em, Est-ce que tu sais à quoi ressemble à peu près ton profil d'internaute qui regarde les vidéos? Est-ce que ça ratisse large? Oui, en général, une majorité, je pense environ 70% de gens qui écoutent nos vidéos viennent des pays anglophones, Ok. les États-Unis et le Commonwealth, comme de raison, on fait tout ça en Mhm. anglais. Mhm. Euh, ensuite, et ça, je trouve ça un peu dommage, mais on fait notre possible pour engager une autre public, mais la vaste majorité, c'est des hommes. Ok. L'histoire de la guerre, ça reste Mhm. en partie le domaine des hommes, si on veut, surtout au niveau de la vulgarisation. Je pense qu'aux universités, il y a beaucoup plus d'étudiantes et de professeurs et tout qui Mhm. font la recherche, qui s'intéressent pour l'histoire de la guerre, pas forcément l'histoire militaire dans le sens traditionnel, uniforme, armes, division, structure et tout ça, euh, mais la guerre en tant que telle, comme Mhm. pratique économique, sociale, anthropologique et tout le reste. Hein? Mhm. Ce qu'on appelle le New Military History, parfois en anglais. Euh, fait que, oui, en général, c'est des hommes, en général, c'est des anglophones, mais c'est pas exclusif. Mhm. Bien sûr, et chaque vidéo, tout dépend du thème. Hein. Souvent, il y a plein de Français qui vont écouter une certaine vidéo ou plein d'Allemands. Euh, on fait notre possible pour injecter assez d'histoire sociale aussi. C'était quoi Ouais. l'expérience des civils et tout. Mais aussitôt qu'on parle de guerre, au niveau du grand public, en général, il y a plus d'hommes qui vont cliquer dessus que de femmes. Ok. 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 Et au niveau des tranches d'âge, tu sais, ou... Ça, c'est assez varié. D'après ce que je me rappelle, c'était plus ou moins bien équilibré Ok. de l'âge de 16 jusqu'à l'âge de 55 ou quelque chose, Ok. 60, autour Ce de qui est ça. positif, ça veut dire C'est très que... positif, oui. Ouais, On a des gens vraiment. à la retraite qui nous disent ah, écoutez tes vidéos, c'est plus ou moins un de mes hobbies et tout ça. Mhm.
Et il y a des étudiants à l'école Mhm. secondaire qui nous disent, ah ouais, ça m'a aidé à comprendre Mhm. tel ou tel sujet. C'est super. Bon, je vais passer à autre chose. Quand on Mhm. parle de la crête de Vimy, on a toujours tendance à nous concentrer en fait sur l'importance que ça a eu pour le Canada. Mais toi, tu as récemment travaillé sur les Allemands à Vimy. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Moi, je trouve ce genre de questions assez passionnant parce que à quoi pensaient les autres? Ça, c'est ce qui est Mhm, toujours dans ma tête. Tu sais. Moi, bien sûr, j'ai lu, la première chose que j'ai lue sur Vimy, c'était ce que les Canadiens avaient fait, ce qu'ils avaient vécu, comment c'était pour eux. Euh, Est-ce que ça avait une influence sur la guerre ou sur le corps expéditionnaire et tout ça? Et au fil des années, et quand j'ai appris l'allemand, et je suis devenu capable de lire mhm. des livres des historiens écrits en allemand aussi, ça a duré des ans, mais j'ai réussi. C'est pas une langue super Ouais. facile, pas super difficile non plus, il faut le dire. Mhm, Il y en a plein de langues qui sont beaucoup plus difficiles. Mais ça, c'était toujours la question qui me grignotait un peu en arrière de ma tête. C'était comment pour les autres. Et mhm, j'avoue, il y a d'excellents historiens qui ont écrit d'excellents livres, qui ont fait des recherches super importantes sur la crête de Vimy, la bataille. Mais souvent, on ne parle pas des Allemands. Ou mhm, les Allemands, c'est juste un élément passif qui reçoit le bombardement, qui se replie devant l'attaque, et ainsi de suite. mhm, On n'a pas de nom pour les Allemands qui ont été photographiés, parce qu'il y a eu une série de photographies hyper connues après, souvent de prisonniers de guerre. On n'a pas de nom, par exemple. mhm. Tandis qu'on a les noms de quasiment tous les Canadiens qui étaient sur la crête. Hein, et Ouais. ils sont sur le monument, certains Mhm, qui sont tombés et n'ont pas été retrouvés. Fait que ça, c'est un sujet qui m'a toujours un peu rendu curieux. Et fait que je suis allé chercher un peu euh, pour des témoignages, surtout. Oui, OK, j'ai appris un peu sur la tactique. Les Allemands voulaient mettre en place, après la bataille de la Somme en 1916, ils ont perdu trop d'hommes en essayant de tout défendre. Hein, même les mhm, tranchées les plus avancées, ils voulaient tout défendre. Ils ont perdu un paquet d'hommes. Et ils mhm, savaient qu'à la longue, les Alliés avaient plus d'hommes qu'eux et plus de ressources qu'eux. Alors, ils voulaient devenir plus efficaces. Ils voulaient adopter une défensive en profondeur. mhm, Mais la crête de Vimy est pas super large. Fait que la profondeur que les Allemands voulaient pour leur nouvelle tactique et stratégie défensive, ils ne l'avaient pas sur la crête. mhm, Et c'est mhm, une des raisons pour lesquelles les Canadiens ont pu conquérir la crête aussi rapidement. mhm, Et ça, c'était un point de discussion entre les niveaux du commandement allemand. Euh, comment on peut défendre cette crête sans cette profondeur qu'il nous faut? Ou il y a certains officiers qui, ça prend du temps. Hein? Une armée, c'est une institution de millions d'hommes, de dizaines ou de centaines de milliers d'officiers. Il y a une espèce d'inertie aussi. mhm, Fait mhm, que c'est pas facile de faire en sorte que tout le monde essaie cette nouvelle tactique qui réorganise leur homme et leur tranchée pour ça. Et la crête n'est pas large. mhm. Et aussi, il y avait un débat où est-ce qu'on garde la réserve? Vu qu'il y Ouais. a cette crête, hein, c'est pas facile pour la réserve d'avancer. Si on garde la réserve trop proche du front, elle va se faire massacrer par l'artillerie britannique qui a soutenu les Canadiens. Il ne faut pas oublier le rôle des Mhm, Britanniques dans cette bataille non plus. Et si on garde la réserve trop loin, elle ne va pas arriver à temps. Et en fait, c'est ça qui est arrivé. La réserve n'a pas pu arriver à temps. La ouais. crête était perdue par le temps qu'on essayait de lancer des contre-attaques qui ont tous échoué, même des fois avant qu'ils ont atteint les lignes canadiennes. Mhm, Au niveau humain, il y a un exemple, je reviens toujours à cet exemple quand je pense à la bataille. Dans le monde britannique, OK, on va dire le monde du Commonwealth, hein, parce que mhm,
souvent, quand on pense à la Première Guerre mondiale et on pense à l'horreur de la guerre, on pense à quoi? On pense à une image où il y a des soldats qui sortent de leur tranchée pour aller Ouais. vers l'ennemi, ils s'exposent et bon nombre se font tuer. Hein. Fait que Mhm. Mhm. c'est ce processus physique de monter vers la surface et la mort est sur la surface. C'est là où il Mhm. y a le danger. Pour les Allemands, c'est le contraire des fois. Parce qu'eux sont sur la majorité du temps, à partir de 1914, ils sont sur la défensive. Ouais. Pour eux, ils sont dans la tranchée et pour eux, le danger, ça vient d'en haut. Ça vient des soldats britanniques, canadiens, français qui sautent dans leur tranchée ou les obus qui viennent du Mhm. ciel et qui tombent sur leur tranchée. Alors, cette espèce de danger mortel, notre relation physique avec ça, c'est inversé. Et il y a un témoignage hyper puissant d'un officier allemand qui a été blessé sur la crête d'Evimy lors du premier bombardement britannique et canadien. Alors, ces hommes lui portent en dessous dans comment on dit ça en français déjà, un dugout, euh, Unterstand Ah en ouais. allemand, mais dans une mini-caverne, hein, Mhm. si on veut. Euh, et lui, il attend. Il écoute tout ce qui se passe par-dessus lui. Et pour lui, le danger, ça pourrait venir en tout temps, mais d'en haut. Et finalement, il entend des voix qui parlent anglais, c'est des soldats canadiens dans la tranchée, et il a peur qu'ils vont jeter une grenade ou lui tuer à la baïonnette et tout ça. Mhm. Et il pense, je devrais peut-être me suicider, mais je suis tellement blessé que je ne peux pas atteindre mon revolver. C'est trop loin. Mhm. Je ne peux pas y accéder. En Mhm. fin de compte, il a survécu. C'est pour ça qu'on a son témoignage, parce qu'il a publié en Allemagne dans les années 20. Mais pour moi, toute cette expérience de cet homme-là, le lieutenant Bitcow, il s'appelait, c'est un peu le revers de la médaille de Mhm. ce qui m'est connu en tant que Canadien. J'ai lu tellement de témoignages. Et oui, là, il fallait attaquer et on a peur d'aller vers le haut. Lui, il avait Mhm. peur de ce qui venait Ouais. d'en haut. Alors moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de ce côté-là humain et physique aussi. Ouais, c'est super intéressant de voir comment est-ce qu'en fait, ben, peut-être encore aujourd'hui, comment est-ce que le résultat de la guerre, puis du vécu de la guerre dans nos corps est encore présent, en fait, au final, là. Ça ouvre plein de perspectives. Oui, J'ai oui. vraiment, c'est très intéressant. Euh, Au niveau euh, comme le modèle de fonctionnement en fait, de tes vidéos, des documentaires aussi. On sait que les chaînes sont financées par le public. Est-ce que tu penses que le financement participatif a ouvert en fait le champ de l'histoire publique aux individus? Est-ce que ça te donne aussi plus de liberté pour explorer des sujets différents grâce au financement participatif? Bonne question. Je dirais oui et non. Oui, dans le sens que on peut faire des choses sur YouTube qu'on pourrait jamais, jamais, jamais faire sur la télévision traditionnelle. Mhm, mhm, La CBC, Radio-Canada ou la BBC ou, je ne sais pas, TV5, ils nous donneraient jamais l'argent pour faire une série de 6 heures sur la guerre franco-prusse de 1870. mhm, Impossible. Hein? Il n'y a personne qui va te donner un budget pour ça. Mais on a réussi à le faire. Et c'est mhm, sur YouTube en ce moment. On peut aller voir semaine sur semaine, 15 minutes par semaine pendant 6 ou 7 mois, toute l'histoire de la guerre de 70 et la Commune à Paris par la suite. mhm, Alors, dans ce sens-là, oui, on est plus libre. On peut faire plein de choses. Mais aussi, il y a des limites. mhm, Euh, j'ai parlé tout à l'heure de clickbait et ce débat, comment on peut se libérer des thèmes que tout le monde connaît. Les gens cherchent pour Hitler sur YouTube. Chaque vidéo sur Hitler peut faire 1 million de views. Mais est-ce qu'on veut juste parler d'Hitler? Hitler, c'est ouais,
c'est pas juste lui l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, hein? Mhm. Fait qu'il y a quelques limites de ce côté-là, de ce que les gens connaissent déjà. Ça nous limite un peu. Mhm. Euh, mais le modèle de financement, en fait, c'est hybride aussi. C'est pas juste le public qui nous donne des dons parce qu'il veut nous soutenir. Ça, c'est une partie. Mais aussi Mhm. une partie plus business, si on veut, plus corporative. YouTube, c'est une Ouais, corporation. Ils vendent des publicités et plus que les gens visionnent nos vidéos, plus qu'on reçoit de YouTube une toute petite part de ces argents pour les publicités qu'eux, ils font ouais. jouer devant nos vidéos ou au plein milieu des fois. Tu sais, Mhm. ils Ouais, interrompent. Tout le monde connaît ça, hein? ouais. Euh, Fait que c'est ça, il y a une côté structurel et un côté beaucoup plus libre. Et on essaie de trouver un juste milieu entre les Mhm. deux parce que, oui, on fait ça parce qu'on est passionné. Et quand je dis on, nous, je veux dire l'équipe, hein, c'est pas juste moi. Moi, je suis le visage que les Ok, gens voient, mais on est une équipe de 5. ok. Euh, on doit vivre. On doit payer le loyer, on doit payer nos bières, notre pain. Alors, il faut prendre tous ces facteurs en considération Mhm. avant de faire une vidéo. Ce n'est pas uniquement une question de passion, c'est aussi une question de comment on peut faire ça de façon responsable aussi en tant que business, en tant que Oui, petite absolument. entreprise. Voilà. Mhm. Oui, il y a quand même une stratégie derrière, en fait, de vision, etc. Ok. C'est quoi le message que tu souhaites que les gens retiennent de ton travail sur YouTube et des documentaires? Ça, c'est une bonne question parce que, bien sûr, je me dis des fois, ah, moi, je ne veux pas transporter de message, tu sais, moi, je Mhm. fais juste un sommaire de l'état de l'historiographie, mais c'est pas vrai. Bien Ouais. sûr, je veux, tu sais, ce sera pas trop honnête si j'essayais de dire que je veux pas que les gens reçoivent quelque chose. J'aimerais bien que les gens conçoivent l'histoire et l'histoire de la guerre un peu avec un peu de flexibilité. C'est pas Mhm. juste les soldats qui comptent dans la Ouais. guerre, c'est pas juste l'État qui compte dans la guerre, et c'est pas juste la version de l'histoire militaire qui est flattant pour mon pays, qui est Ouais. légitime. Ouais. Euh, je ne dirais pas que je suis une espèce de social justice warrior. Je veux pas que tout le monde se révolte contre le pouvoir et tout ça. Non, non, pas forcément. Mais c'est juste de être conscient que c'est plus compliqué qu'une histoire, si on veut, Mhm. sans Mhm. toutefois, sans toutefois faire des fausses équivalences. Ouais. Que tout ce que je lis sur Internet, c'est équivalent et les historiens qui ont fait des recherches dans les archives, qui argumentent avec la raison, ah non, c'est plus ou moins la même chose que le blog que j'ai lu de quiconque. C'est pas pareil. Et Mhm. ça, l'équilibre entre ces deux concepts, c'est pas facile non plus, mais Mhm. je dirais, j'espère que les gens voient l'histoire comme quelque chose qui est une interprétation, une argumentation. Alors, il peut avoir des zones grises, il peut avoir des débats, mais c'est toujours fondé sur une méthodologie et sur la raison. Mhm. Mhm. Et dans le monde d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir succès avec, avec cet objectif, mais j'essaye de toute façon. Ouais. Mhm. C'est une belle mission importante, vraiment. On Ouais. espère. Puis récemment, tu as participé à l'aide pour l'Ukraine avec Ukraine, YOU, Ukraine.at. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le travail que tu as accompli et comment est-ce que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent peuvent aider? Avec plaisir. Euh, Moi, j'habite en Autriche, à Vienne. Fait que l'Ukraine, c'est à 600 km, 800 km d'ici. 600 km jusqu'à la frontière. C'est pas loin.
il y a une grande communauté ukrainienne ici Mhm. et j'ai des amis ukrainiens et tout et tout. Fait que quand la guerre a commencé, la grande guerre ukrainienne, ukraino-russe, si on veut, ça m'a vraiment touché. Je voyais des réfugiés qui arrivaient à Vienne. Euh, En fait, j'ai de la parenté qui était en Ukraine Ok. au moment et on a accueilli des réfugiés chez nous à l'appart au début. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et Mhm. pour moi, la question est claire. Il y a plein de guerres qui sont pas claires au niveau moral, mais pour moi, cette guerre est claire au niveau moral. Et je voulais aider l'Ukraine de ma façon comme citoyen privé. Alors, j'ai décidé de collaborer avec une organisation à but non lucratif d'Ukrainiens ici à Vienne qui s'appelle Ok. Ukraine.at, Autriche. Et on a réussi ensemble à faire un levée de fonds. On a acheté une ambulance. Eux, ils ont acheté plusieurs, mais moi, j'étais impliqué pour le levée de fonds pour un véhicule. On a réussi à l'acheter l'année passée, à l'automne, et je l'ai conduit moi-même avec une volontaire de l'équipe, une Ukrainienne, et on l'a donné aux secouristes ukrainiens. Ok. Et ensuite, ça s'est rendu au front auprès de Bakhmut. Tout le monde connaît Bakhmut maintenant, Mhm. malheureusement. Mhm. Mhm. Et on espère que ce véhicule a aidé à sauver des vies. Mhm. Et en fait, en quelques semaines, je vais y retourner avec un autre véhicule, cette fois-ci un camion pour évacuer des blessés du front. Ok. Alors, on persiste avec notre travail. Je sais que la guerre est longue. Je sais qu'on a tous nos vies personnelles normales. On ne pense pas 24 heures sur 24 à cette guerre. Mais si quelqu'un parmi notre public aimerait aider, allez sur le site web Mhm. ukraine.at, c'est ukraine.at. Et là, vous pouvez faire un don et vous pouvez voir tous nos projets pour les hôpitaux, pour les véhicules, pour les ambulances et tout ça. Mhm. Ok. Ben, merci beaucoup, Jessie, de nous avoir aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir et un honneur aussi de discuter Ah, voyons. avec toi, puis de parler de ton parcours et aussi comment en fait tu sensibilises le public à l'histoire, qui est en fait un peu la mission de toute personne historienne passionnée. Puis merci au public aussi d'avoir écouté ce premier épisode de la troisième saison de Par-delà la crête. Restez à l'écoute car cette saison, nous aborderons des sujets tels que le processus d'identification des corps récemment découverts des soldats canadiens disparus et les histoires jusqu'ici inconnues des soldats canadiens faisant partie des communautés LGBTQ+. La Fondation Vimy travaille à préserver et à promouvoir l'héritage continu du Canada à travers ses programmes éducatifs pour construire un avenir éclairé par le passé.